juste deux, trois mots de remerciement. Bon, d'abord, merci au comité de l'Arménie, bon, notamment Iran, Trubina, Deborah, et aussi aux intervenants qui sont venus, qui ont organisé cette conférence avec l'aide, le support du comité de la Maison de l'Argentine. Merci aussi au comité de la Maison. Et après, je vais juste dire, faire une petite mention à Federico Ventesino qui a eu cette initiative, cette idée, quand on était invité à dîner chez nous, à la Maison de l'Arménie. Et finalement, merci aux autorités, bon, Marcelo Balsès, le directeur, je ne sais pas où elle est, mais Agustin Arkin aussi, la chargée de la culture, nous avoir donné cet espace. Merci. Je laisse la parole à Alain qui va s'occuper de moi. Déjà, merci pour l'invitation. Et au nom, donc, en tant qu'habitant de la Maison des étudiants arméniens, je remercie de la part de tout le comité justement de l'invitation. Et je vais vous lire la lettre du directeur de la Maison des étudiants arméniens, qui n'a pas pu se lire aujourd'hui, mais je vous lis sa lettre. Contrairement à ce que j'espérais, pris par d'autres obligations, je ne pourrais pas être des vôtres ce soir à la Maison d'Argentine. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser et présenter mes excuses à mon collègue de la Maison d'Argentine, ainsi qu'à vos camarades présents pour cette soirée. Je tiens à saluer tous ceux qui sont à l'origine de cette initiative, qui n'a d'autre but que de présenter à ceux qui n'en auraient pas encore connaissance cette douloureuse page de l'histoire universelle. Le 100e anniversaire du génocide du peuple arménien n'est pas seulement une commémoration de plus, mais un acte éminemment politique et citoyen pour dénoncer et condamner le pire des crimes contre l'humanité, l'extermination de tout un groupe humain pour ce qu'il est, et inviter nos contemporains à une vigilance de tous les moments. Souvenons-nous de cette terrible phrase de Bertolt Brecht à la fin de sa pièce « La résistible ascension d'Arturo Prim ». Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Ce ventre est en chaque peuple, en chaque individu, lorsque les valeurs d'universalité de l'homme sont mises. Je vous souhaite à tous une très belle soirée de partage intellectuel et de fraternité. Je vous remercie. Voilà, donc pendant notre conférence, bonjour à toutes et à tous encore une fois, et pendant notre conférence, on aura trois interventions. Je vous présente le premier intervenant, Sarkis Sarkisian, qui est résident de la Maison d'Arménie et qui fait ses études en histoire. Il est pas en roche. Plus proche. On m'a entendu ou je répète? Ok. Donc, Sarkis Sarkisian, il est doctorant en histoire à l'école pratique des hautes études et il va nous parler de l'histoire du génocide des Arméniennes. Bien entendu, juste une phrase. Très souvent, on entend génocide arménien, mais il y a beaucoup d'historiens qui contredisent, qui expliquent que ce n'est pas génocide arménien, c'est génocide des Arméniens. Donc, il va parler de l'histoire. Après, on va faire un petit peu d'analyse. Pendant les interventions, vous pouvez écrire des questions. Tigran il va distribuer des feuilles sur lesquelles vous pouvez écrire vos questions et bien évidemment après on va lire vos questions et on va répondre à toutes vos questions. Merci. Je passe la parole. Bonsoir. Comme ma collègue a déjà expliqué, donc je vais parler tout d'abord l'histoire. Après on va essayer d'analyser. On va donner les étapes politiques. Voilà. Donc, religion et patrie, tels sont les deux éléments inséparables qui ont constitué l'axe de la vie du peuple arménien. Cet axe fut forgé lorsque l'Arménie proclama le christianisme comme la religion d'État et ainsi devint la première nation chrétienne au début du IVe siècle. Dès cette date, le mot arménien et chrétien sont devenus synonymes. Et l'histoire arménienne a été marquée par ces deux concepts, pour la religion et pour la patrie. L'Arménie
est un territoire situé entre le triangle de l'Euphrate, du Caucase et de la mer Caspienne. Liés par leur culture, leur langue, rameaux isolés d'Indo-Européens et leur chrétienté, les Arméniens ont pu survivre malgré de longues périodes de dépendance et de partage entre les grands empires, comme celle des Romains et des Sassanides, celle des Byzantins et des Arabes, celle des Ottomans et des Safarides d'Iran, et enfin celle des Ottomans, des Iraniens et des Russes. Sous la domination ottomane, les Arméniens connaissent une nouvelle période de crise et de récession économique qui rendront les Arméniens à l'état d'esclaves. Les invasions successives des nomades turcs et kurdes modifient la configuration démographique et ethnique de l'Arménie historique, qui apparaît de plus en plus comme une mosaïque hétérogène des peuples. Le paysan arménien, comme les autres chrétiens ou juifs de l'Empire, seront des raïas, ça veut dire troupeaux, écrasés d'impôts et soumis à des interdictions relevant de sa condition de giaour, ça veut dire infidèle, ou bien les chrétiens, les non-musulmans. Enfin, devant la justice, les Arméniens étaient soumis aux tribunaux religieux de charia. Jusqu'à la veille de la Grande Guerre, la majorité des Arméniens vivent dans l'Empire ottoman, essentiellement en Arménie historique, à l'est de l'Euphrate, au nord-est de la Méditerranée, en Cilicie, et à Constantinople, où le patriarche arménien est le représentant devant les autorités ottomanes. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman connaît une terrible décadence qui se traduit par une perte continue de territoire. L'influence des puissances occidentales marque la naissance de la question d'Orient, qui occupera la diplomatie européenne durant ce siècle. Les nationalités chrétiennes de Balkans, Serbie, Grèce, Roumanie, Bulgarie, conquirent une à une leur indépendance avec le soutien intéressé des tsars de Russie. Parallèlement à l'affaiblissement de l'Empire ottoman surnommé l'homme malade de l'Europe, l'intervention de l'Europe et de la Russie force l'Empire ottoman à signer des différentes réformes qui garantissent la liberté et établissent l'égalité juridique de tous les sujets de l'Empire. Néanmoins, ces réformes ne sont pas appliquées et restent seulement marquées sur le papier. Les fondamentalistes religieux et les nationalistes turcs rejettent cependant ces traités égalitaristes. Ils repoussent à la fois l'idée d'égalité accordée aux non-musulmans de l'Empire et l'intervention des grandes puissances pour défendre les nationalités chrétiennes. Les Arméniens, en restant loyaux au sultan, ne peuvent pas ne pas être influencés par ces mouvements des nationalités. Ils réclament auprès du pouvoir ottoman un meilleur respect de leurs droits culturels et économiques. Les puissances européennes, Angleterre, France, Allemagne, Italie et Russie, soutiennent ces revendications. Certains Arméniens minoritaires rêvent d'indépendance. La majorité se contente prudemment de demander plus d'autonomie. La question arménienne apparaît au XIXe siècle dans la foulée de la question d'Orient. Elle en reproduit les principaux éléments. Situation d'oppression d'une minorité chrétienne de l'Empire ottoman. Parallèlement à l'assujettissement, les Arméniens influencés par les révolutions françaises de 1830 et de 1848 vivent une renaissance culturelle dès la seconde moitié du XIXe siècle, grâce aux gens diplômés qui, après leur formation dans les différentes universités européennes et russes, reviennent dans leur ville ou leur village pour se consacrer à la littérature, à la presse et aux affaires sociales.
Ainsi s'installe et se développe la question arménienne, parmi d'autres questions d'Orient. En tant que corpus des revendications de justice et de la liberté dans le cadre de l'égalité juridique de tous les citoyens de l'Empire. Par conséquent, chez les Turcs se développa un nationalisme turco-musulman, méfiant ou hostile à l'égard des revendications des minorités chrétiennes qui existaient encore dans ce qui restait de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les Grecs, les Arméniens, les minorités chrétiennes d'Anatolie et de Moyen-Orient. Ainsi témoignèrent les massacres au Liban en 1860, les massacres des Arméniens de Taurus en 1862, la mise en feu au quartier arménien de Van par la populace turque en 1876. La politique des sultans a toujours évité de mettre sur un pied d'égalité l'islam et le christianisme. Craignant l'égalité, ils ont toujours désarmé les chrétiens et ont exécuté la politique et les méthodes des pharaons envers les Israélites et esclaves, ont diminué la population par les pogroms et les massacres. Face à cette politique d'extermination des minorités chrétiennes de l'Empire, les Russes attaquent l'Empire et occupent presque tous les vilayets arméniens, imposant à leur adversaire ottoman le 3 mars 1878 le traité de San Stefano, qui ne fut jamais exécuté. Inquiets de l'avancée des Russes vers les eaux chaudes de la Méditerranée et la route des Indes, les Anglais sabotèrent ce traité et le remplacèrent par le traité de Berlin, qui a obligé les Russes à évacuer les provinces arméniennes en laissant le peuple arménien face à la haine de la foule turque. En contrepartie de ces bons et loyaux services, l'Angleterre reçut comme compensation de l'Empire ottoman la cession de l'île de Chypre. La réelle politique, la raison d'État, la politique machiavélienne et les intérêts stratégiques des grandes puissances comptaient en fait plus que les intérêts des minorités chrétiennes considérées comme monnaie d'échange. Par conséquent, l'État turc s'appuya sur l'idéologie panislamiste, qui était considérée comme le dernier moyen de résistance, l'ultime moyen de survie et de retour à la gloire ancienne face aux méprises de l'Occident chrétien. Fridtjof Nansen, haut-commissaire de la Société des Nations, Nobel de la paix en 1922, terminait ainsi son livre sur la tragédie arménienne. Malheur au peuple arménien qui fut impliqué dans la politique européenne. Il aurait mieux valu pour lui que son nom n'eût jamais été prononcé par un diplomate européen. En conclusion, parlant de cette politique de la duplicité et de la complicité criminelle entre les grandes nations, l'historien anglais Buxton écrira « Si la Russie n'avait pas été obligée par l'Angleterre d'évacuer l'Arménie turque avant l'exécution des réformes arméniennes, les massacres de 1895-1896 et, on peut ajouter, la tragédie de 1915 n'auraient sûrement pas eu lieu. La politique turque, à partir de 1878, fut dominée par le dessein de détruire les bases d'une autonomie arménienne future, en transformant les Arméniens, grâce à des massacres et des pogroms, en une minorité dans le foyer même de leur nation. C'est ainsi que le gouvernement islamique du sultan rouge excita de plus en plus les masses et foules musulmans et surtout les Kurdes contre les Arméniens. Pour résoudre le problème arménien, le sultan inventa donc, bien avant Hitler, ce que l'histoire connaît sous le nom de la Lösung finale, solution finale, en l'occurrence l'extermination physique des causeurs du problème. C'est ainsi que dans les 6 vilayets arméniens, les vilayets ça veut dire les provinces,